Bonjour à tous. Vendre à tout prix, nous inciter à acheter, nous faire mordre à l'hameçon, nous les consommateurs, on l'a tous remarqué, c'est l'objectif des commerçants et des grands distributeurs. Et les méthodes de vente sont de plus en plus redoutables. Nos sens sont manipulés. Certaines musiques, par exemple, incitent plus que d'autres à l'achat de vêtements. Des parfums de synthèse nous donnent envie de gâteaux ou de fruits. Dans certaines enseignes, vous allez le voir, des capteurs traquent à notre insu notre regard pour étudier nos désirs. Vous allez également découvrir le neuromarketing qui lit dans le cerveau du consommateur avant que celui-ci exprime sa demande. Alors, jusqu'où allons-nous aller pour faire marcher le commerce? Consommateurs pris au piège, c'est une enquête signée Emmanuel Ménage. Dans les rayons d'un supermarché, comme dans n'importe quelle boutique, les commerçants ont un même objectif, vendre à tout prix. Pour séduire le consommateur, il faut attirer son attention. Il existe aujourd'hui des méthodes redoutables pour le piéger. Le marketing, ça n'est pas une histoire seulement d'intuition, de bonnes idées de quelqu'un qui se lèverait le matin et qui dirait « Tiens, je vais faire ça dans mon point de vente ». Non, non. Les pros du marketing savent que près d'un achat sur 3 se fait de manière impulsive, à la dernière minute. Comment déclencher ce désir d'achat, surtout pour des produits de consommation courante, comme du shampoing, du papier toilette ou des œufs? La danette peut effectivement susciter des émotions, les œufs un petit peu moins, donc c'est très intéressant effectivement de voir, on n'a plus que le packaging pour se différencier. Jouer sur le visuel grâce à un emballage attrayant, mais aussi manipuler tous nos sens, avec la diffusion de musique ou de parfums. On arrive à toucher aux émotions des gens, et des émotions très fortes, c'est chargé d'émotions les parfums, sans forcément qu'ils s'en aperçoivent. Aujourd'hui, des technologies médicales sont même détournées pour décrypter le comportement du consommateur. Il s'agit de capter son regard, ou même plus incroyable, de lire directement dans son cerveau. Et dans le cerveau, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir si les gens aiment ou n'aiment pas, si ça allume une partie qui donne envie d'acheter ou pas envie d'acheter. On peut beaucoup mieux comprendre le comportement des consommateurs puisque le cerveau ne ment pas. Alors, jusqu'où vont les grandes marques pour nous faire remplir notre caddie sans réfléchir? Ikea, en région parisienne, le géant de l'ameublement suédois. Un magasin de 24 000 m² réparti sur 2 étages. Isabelle et Émilie, 2 jeunes mères de famille, sont des habituées des lieux. Je viens chez Ikea pour acheter un bac en plastique pour mon fils pour ranger ses jouets. Il en a déjà 2 et il lui en faut un 3e. Ses clientes l'ignorent, mais elles vont se retrouver prisonnières d'un labyrinthe où tout est fait pour les inciter à acheter un maximum sans qu'elles s'en rendent compte. La particularité d'Ikea, c'est ce parcours fléché, un chemin unique qui oblige à passer par tous les rayons et à regarder tous les objets. Même si l'on vient acheter une caisse en plastique, on passe forcément devant les canapés. C'est à la fois rassurant parce qu'on sait que d'une manière ou d'une autre, on arrivera forcément à la sortie en suivant ce passage-là. Et d'un autre côté, c'est aussi oppressant parce que si on veut aller plus vite, on ne peut pas et on sait d'avance que ce sera forcément long. Ce parcours obligé, un homme l'a reproduit sous forme de carte en 3 dimensions. Voici un plan d'Ikea comme vous n'en avez jamais vu. Alan Penn est professeur d'architecture. Il a étudié le magasin pendant plusieurs mois. Ici, en rouge, c'est le parcours le plus emprunté par les clients. C'est précisément le chemin que veut imposer Ikea. Le magasin prend le contrôle de vos faits et gestes. Quand vous faites vos courses, vous devenez une marionnette. Vous faites ce qu'ils vous demandent et vous faites selon leur plan.
Il existe pourtant des raccourcis pour éviter de passer devant tous les rayons. Ikea les appelle des passages courts. Mais comment les trouver? Pour Isabelle et Émilie, c'est loin d'être évident. Là, c'est retour, c'est pas un passage rapide. Là, on revient en arrière carrément. Là, on est déjà passé par là. Non, c'est pas un passage court, c'est un passage long. Et quand elles finissent par tomber sur un plan, ça ne les aide pas. Les raccourcis ne sont pas indiqués clairement. Les raccourcis sont indiqués, mais en fait, c'est sous forme de 3 petits points. C'est pas vraiment très explicite, il faut vraiment le savoir, je pense. Ikea a conçu les raccourcis de telle sorte qu'ils soient toujours dans votre dos. Donc si vous cherchez un raccourci, il faut absolument vous retourner, car il se trouve derrière vous. Autre stratégie d'Ikea, frustrer un maximum ses clients pour mieux les piéger à la fin. Avec ce chemin unique, ils doivent d'abord passer près d'1 heure devant les meubles les plus chers. Et c'est seulement au terme du parcours qu'ils atteignent une sorte de caverne d'Ali Baba. Ici, les prix sont très attractifs. 0,49 € le cache-pot, moins de 2 € la bougie. Déçus de n'avoir rien acheté au rayon ameublement, Isabelle et Émilie s'autorisent une petite récompense. Ça sent trop bon. Je crois que je vais en prendre une. Celle-là, elle a une odeur de gâteau, alors Oh là là. elle me fait plus envie que le muguet. Je pense que ça sera plus facilement tenté sur la fin de la visite en sachant que finalement on n'a pas pris grand-chose, donc on peut y aller. Et c'est là où est le piège. Résultat, nos clientes dépenseront plus que prévu. En plus de la caisse en plastique, Émilie repart avec 53 € d'achat. Et elles sont loin d'être les seules à se laisser tenter. Chez Ikea, 67% des achats seraient impulsifs, soit en moyenne 7 fois plus que dans un magasin traditionnel. À la sortie, les caddies sont rarement vides. C'est un peu compliqué de ressortir les mains. On arrive toujours à acheter des serviettes en papier, une petite plante, une bougie. Donc on vient pour une lampe, puis après on va acheter un miroir, puis ainsi de suite, quoi. Comme toujours chez Ikea, on se balade et puis on trouve des choses sympas, donc on les prend. Et c'est avec ces achats d'impulsion qu'Ikea fait son succès. L'année dernière, l'enseigne a enregistré un bénéfice record de près de 3 milliards d'euros. Les commerçants ne sont jamais à court d'idées pour nous faire ouvrir notre porte-monnaie. Les méthodes les plus connues sont les publicités ou encore les prix psychologiques, finissant toujours par 9. Mais il existe d'autres stratégies. Elles sont beaucoup plus insidieuses et piègent les consommateurs jusque dans les rayons des supermarchés en apparence banale. Olivier Dovers est expert en grande consommation. Il connaît bien toutes ces astuces. Il va les dévoiler à une cliente, Lauriane, 32 ans. Bonjour Lauriane. Bonjour Olivier. Vous venez faire vos courses. Elle joue pour nous le rôle de la fameuse ménagère de moins de 50 ans. Le premier piège, c'est ce panier. Alors, est-ce que vous avez fait attention à la différence qu'il y a entre ce panier et les vieux paniers que l'on avait il y a quelques années? La différence, c'est que ce panier a des roulettes. Mais contrairement aux apparences, cela n'est pas fait pour le confort du consommateur. Et l'avantage, c'est que vous en mettez plus. Parce que l'ancien panier que vous portiez juste à la force du bras, ça devenait trop lourd. Et voilà, quand c'était plein, que c'était lourd, vous arrêtiez vos courses. On est parti. Quand ils font leurs courses, les clients comme Lauriane n'ont pas conscience que la disposition des produits n'est jamais le fruit du hasard. Par exemple, au milieu des boîtes de conserve, ces piles n'ont pas été placées là par erreur, mais délibérément. Vous avez des piles entre des pâtes, de la purée et des haricots verts. Oui. Ça paraît bizarre. Oui, pas très logique en tout cas. C'est que c'est typiquement le produit dont vous avez en général toujours besoin, que vous notez pas forcément sur votre liste de courses, auquel vous j'oublie en permanence. Voilà. Plus loin, au rayon légumes, des poireaux pour faire une fondue, c'est pas une bonne idée ça? Le supermarché parvient à attirer l'attention de Lauriane en jouant sur une simple illusion d'optique. Alors là, vous avez une technique qui consiste à mettre beaucoup de produits. Ouais. On appelle ça massifier la marchandise pour vous donner cette impression que c'est frais, qu'il y en a beaucoup, que c'est la bonne affaire. Et si vous regardez, venez voir, mettez votre œil ici, si vous regardez, tout est vide. Là, tout est vide en dessous. Vous voyez?
Ça s'appelle scénariser sa marchandise. Les petits commerçants sur les marchés font exactement pareil. C'est des réflexes que le consommateur a de considérer que s'il y en a beaucoup, c'est mieux. Donc les commerçants s'adaptent. Et là, en la circonstance, ils s'adaptent en maquillant la réalité. Plus étonnant, la forme des meubles est conçue pour ralentir le client, comme sur ce stand de fleurs. L'objectif, c'est qu'il passe le plus de temps possible dans les rayons, précisément ceux où les produits ne sont pas indispensables. Le rond est une forme qui incite plutôt à flâner. Les formes droites vous incitent à accélérer, les formes rondes vous incitent à prendre du temps. Et là, typiquement, on est sur les fleurs. Vous voyez, si vous avez besoin de fleurs, vous avez envie de regarder, vous allez flâner, vous allez aller moins vite que si vous les aviez sur une ligne droite. Pour transformer nos désirs en besoins et nous faire acheter de manière impulsive, les commerçants vont encore plus loin. Ils n'hésitent pas à manipuler nos sens et à jouer sur nos émotions. Et bien sûr, on ne s'en rend pas compte. Nous sommes à Aubervilliers, en région parisienne, dans un centre commercial flambant neuf. Voici le dernier né des magasins Boulanger, une enseigne d'électroménager. David Sourza est le directeur de cette boutique ouverte il y a moins d'1 an. Son pari, rendre glamour des machines à laver ou des cafetières. Et pour y parvenir, le directeur a un petit secret. Il veut mener le client par le bout du nez. Là, par exemple, on se trouve dans l'univers café. Donc, il est diffusé une odeur de café mêlée à du cappuccino. L'idée est, quand on rentre dans le magasin, avant de voir le produit, de se dire, tiens, il y a d'abord une odeur de café. Cette odeur alléchante ne provient pas des machines à café. Elles sont toutes débranchées. Mais de ce placard, ou plus exactement de cette petite boîte, un diffuseur. Il y en a plusieurs dissimulés partout dans le magasin. Il dégage une vapeur parfumée censée mettre le client en condition d'achat. Au rayon téléviseur, surprise, ça sent l'herbe fraîchement coupée, grâce à un diffuseur installé entre 2 écrans. On le place de façon locale et en fonction des opérations commerciales ou de ce que l'on souhaite diffuser, on le met à tel ou tel endroit. Ça permet aussi de surprendre. On sait qu'on va être dans une période propice aux ventes de télévision, qui sera la Coupe du Monde. Ça permettra de théâtraliser le magasin déjà de par le visuel, avec du gazon coupé, des maillots, des ballons de foot, et associé à une odeur d'herbe coupée. Bon, le client est dedans, il est sur un terrain de foot. Ces senteurs artificielles permettent d'attirer les clients dans les rayons moins fréquentés. Ici, par exemple, la diffusion d'une fausse odeur de propre est censée les mener tout droit aux machines à laver. Et ça marche. D'après le magasin, la fréquentation de ce rayon a augmenté de 20%. On est des commerçants et on est sur un seul concept qui est celui de faire découvrir nos magasins, que le client ait un maximum d'expérience et qu'à la sortie du magasin, acheter ou pas acheter, en tout cas qu'il ait vécu quelque chose. Vivre des sensations fortes, même dans un magasin d'électroménager. Cette idée séduit de nombreux commerces. Plus de 10 000 points de vente seraient équipés de diffuseurs de parfums. Derrière ces petites boîtes blanches se cache un vrai business, le marketing olfactif. Pascal Charlier, un ancien banquier, a été le premier à flairer la bonne affaire. En 1997, il prend la direction d'Herberger, une PME spécialisée dans les parfums d'ambiance. Le marketing olfactif à l'époque, personne n'y croit. Au début, on a beaucoup prêché, non pas dans le désert, mais on a beaucoup évangélisé le marché parce que personne n'avait jamais entendu parler de ce concept. Et il nous a fallu également, on va dire, 2-3 années de rodage. Sa société est devenue le numéro 1 du marketing olfactif en France. Ces odeurs, Monsieur Charlier les produit près de Rouen, en Normandie. Il fait partie de Lamberger,
un groupe spécialisé dans les parfums désodorisants. Et la partie de Herberger se trouve ici, et elle ne cesse de s'agrandir, elle se trouve ici. Pour créer l'effet de surprise, Monsieur Charlier propose une centaine d'odeurs différentes. Des plus classiques, comme le sapin de Noël, aux plus gourmandes, comme les fraises tagada ou la crème brûlée. Un point de vente qui va vendre des équipements pour la plage, des surfs, va travailler sur un parfum qui s'appelle, comme son nom l'indique, les pieds dans l'eau. C'est un mélange d'odeurs iodées, d'odeurs d'embrun, qui vous donne l'impression d'être au bord de la mer. Et donc, quand on est au bord de la mer, on a davantage propension à acheter une planche à voile, un surf ou un équipement de ce type que quand ça sent autre chose. Théâtraliser les rayons d'un magasin avec une odeur de mer. La démarche peut faire sourire, mais d'après Monsieur Charlier, en agissant directement sur notre humeur, la diffusion de senteurs artificielles augmenterait les achats d'impulsion de 38%. On a beaucoup de sandwicheries qui nous demandent de créer de l'appétence, c'est-à-dire d'augmenter la propension des clients à vouloir consommer des choses sucrées en diffusant une senteur de biscuit. Mais ces odeurs artificielles, censées pousser à la consommation, ne sont-elles pas de la publicité mensongère? Dans la mesure où on diffuse une senteur de biscuit qui sent objectivement le biscuit, il n'y a pas de risque de publicité mensongère. En revanche, si vous diffusez une senteur de melon bien mûr dans un rayon de primeur d'une grande surface et que les clients, attirés par cette senteur, achètent des melons et qu'en arrivant chez eux, ils se rendent compte que les melons ne sont pas mûrs et n'ont aucun goût, là, on pourrait estimer qu'on est dans le domaine de la publicité mensongère et qu'on a fait croire aux clients que le produit présentait des qualités qu'il n'avait pas. Le laboratoire où sont mises au point ces fragrances se trouve à l'étage. Des ingénieurs chimistes passent parfois des mois à élaborer de nouveaux mélanges. Aude Mas-Vincenti, la responsable de la ligne parfum, a longtemps travaillé chez Guerlain. Ce matin, elle a un nouveau défi. Créer un parfum suscitant des émotions, comme la joie et la chaleur humaine, pour un concessionnaire automobile. Le constructeur veut redonner de l'humanité dans les concessions et veut faire en sorte que l'achat d'une voiture redevienne un moment de joie, de convivialité en famille et non pas un moment d'anxiété où on ne parle que de choses un peu complexes et un peu techniques comme les bonus-malus et les émissions de CO2. Donc on va commencer par la première évaluation. En jouant sur des senteurs fortes, la jeune femme a l'intention d'inscrire la marque dans notre mémoire. Fidéliser les clients, voilà l'objectif. Féminin est peut-être éventuellement quelque chose de difficile à faire passer. C'est pas juste un mélange pour faire une odeur. Nous sommes des parfumeurs d'intérieur. Donc on mélange des odeurs, on crée une atmosphère parfumée, on crée des émotions. On permet d'avoir une mémoire olfactive quand on rentre dans un magasin en se disant mais ça j'ai senti ça quelque part. Et oui, c'était chez telle et telle enseigne. Donc c'est notre métier, c'est vraiment de créer de l'émotion. Un impact sur les clients que cette société a mesuré dans une étude réalisée par un institut de sondage. Le marketing olfactif permettrait de changer la perception des clients et d'influencer leur comportement. Alors pourquoi les odeurs ont-elles un pouvoir si fort? La réponse, il faut aller la chercher dans notre cerveau. En réalité, ces parfums agissent directement sur la zone cérébrale liée aux émotions, le système limbique, et ses deux composantes, l'hippocampe, ici en bleu, la zone de la mémoire, et l'amygdale, ici en rouge, la zone des émotions. C'est pourquoi certaines odeurs peuvent nous faire revivre des souvenirs, le fameux syndrome de la Madeleine de Proust. D'après Caroline Ardelais, spécialiste des odeurs, les enseignes ont trouvé ici un levier redoutable pour jouer sur l'inconscient des consommateurs. On dit que les parfums connotent implicitement des caractéristiques au produit. Exemple, des collants qui vont être parfumés vont paraître plus confortables, plus résistants. Mais tout ça, c'est inconscient. Les gens ne sont pas capables de dire « Ah bah tiens, ce collant, il est parfumé, c'est pour ça qu'il me paraît plus résistant, plus confortable ». Ils ne le savent pas. Le nœud, il est là, en fait. Et c'est bien pour ça que ça intéresse les marques. C'est parce qu'on arrive à toucher aux émotions
des gens et des émotions très fortes. C'est chargé d'émotions les parfums, sans forcément qu'ils s'en aperçoivent. Et les marques tentent de manipuler tous les sens. Il y en a un qu'elle maîtrise à la perfection, Louis. Ce grand magasin d'ameublement diffuse toute la journée des morceaux musicaux, même si les clients les remarquent à peine. De la musique, à vrai dire, j'ai pas prêté attention. En fait, j'étais un peu concentrée sur mes achats, mais quand c'est calme, ouais, c'est agréable. c'est pas très fort. C'est difficile de se rendre compte, mais ça doit être relaxant. Si je l'entends pas, c'est que c'est vraiment voulu comme ça, non? Tout est en effet calculé pour que les clients baignent dans une atmosphère musicale sans être gênés. La musique ne provient pas de la radio, la bande-son est faite sur mesure pour guider les achats. Direction Feucherolles, dans les Yvelines, à 35 km de Paris. Vue de l'extérieur, cette maison n'a rien d'extraordinaire. Nous sommes pourtant chez un géant de la musique, Mood Media, le numéro 1 du marketing sensoriel en Europe. C'est ici que sont sélectionnées la plupart des bandes-sons que vous entendez dans les magasins. Je te rappelle plus tard dans l'après-midi. Salut. Claude Naon, le directeur de Mood Media, travaille avec des dizaines de milliers de points de vente dans toute l'Europe. Pour se différencier du concurrent, chaque marque souhaite avoir sa propre ambiance musicale. Alors pour répondre à la demande, Monsieur Naon fait appel à une batterie d'experts, des DJ. Ils sont chacun enfermés, non pas qu'on veut les tenir éloignés, mais surtout ils ont besoin de travailler le son. Pop, rock, disco, ils sont une dizaine à choisir des morceaux qu'ils compilent. C'est ce que l'on appelle des playlists. Salut Patrick. Tu vas bien? Et le DJ star ici, c'est lui, Patrick Vidal. D'habitude, il fait danser le tout Paris dans des boîtes de nuit branchées. Mais aujourd'hui, il mixe pour Monoprix, Habitat ou des chaînes de prêt-à-porter. Là, je vais travailler sur une nouvelle collection pour une ligne de vêtements. Donc, je m'inspire du catalogue, qui évidemment est un exemple qui ne va pas refléter ce que vont forcément acheter les gens, mais qui va donner encore une fois une tendance générale du magasin. J'avais pensé tout de suite, moi, à Métronomie, qui me semblait un groupe, effectivement, avec des polos, des choses colorées, quelque chose de voilà, en restant dans des rythmiques un petit peu médium, on va dire. C'est pas une marque aussi qui nous permettra de mettre des choses très rapides. Des tubes électropop pour les vêtements branchés, des airs classiques pour le linge de maison ou zen pour la salle de bain. Mais il y a des enseignes pour lesquelles le choix de la musique est nettement moins évident. Musique pharmacie, c'est très difficile à créer. Là, il faut que ce soit surtout pas intrusif. C'est intéressant d'aller à la pharmacie parce qu'on vient pour quelque chose d'assez précis, pour du conseil, et en plus, bon, peut-être pas en très bon état, on va dire. Donc une musique qui soigne, une musique qui apaise. Je mettrai un truc assez joli, on va dire, féminin ou peut-être remonté. Cette musique spéciale pharmacie, Patrick Vidal ne se contente pas de la choisir. Pour augmenter les ventes, il va la moduler selon l'heure de la journée. C'est ce qu'il appelle le scénario. Ouais. On va démarrer le matin par des choses un petit peu jolies, dynamiques, mais pas intrusives pour que les gens arrivent dans le magasin de bonne humeur et ne soient pas déjà agressés par de la musique dès le premier passage de porte, on va dire. Et ensuite, on va calmer le jeu vers midi, on va redémarrer en début d'après-midi pour les motiver et pour là commencer vraiment l'acte d'achat. Les rythmes vont même varier en fonction des jours de la semaine. Calme le lundi, les morceaux seront plus énergiques le samedi. Une mécanique bien rodée qui fonctionne. La diffusion de musique dans un magasin augmenterait les ventes de 18%. Bonjour, bonjour. Et il n'y a pas de place pour l'improvisation. La musique est envoyée d'ici en temps réel grâce à des moyens technologiques très perfectionnés. Ces serveurs sont reliés directement au magasin. C'est ça le cœur du réacteur alors? C'est ici le cœur du réacteur. Bonne musique part ici vers à peu près, en tout cas en France, 25 000 points de vente. Puis
des dizaines de milliers de points de vente en Europe. La musique qu'on est en train d'envoyer là se retrouve au moment où nous parlons dans des très grands hypermarchés français, dans des magasins de vêtements, dans des magasins de bricolage. Plonger le client dans un bain musical, ce n'est pas toujours suffisant. L'expérience ultime, c'est d'affoler tous nos sens. Un samedi après-midi de février sur les Champs-Élysées. Il fait moins 10 degrés. Ce magasin, d'habitude fréquenté, est presque vide. Sur le trottoir d'en face, au contraire, une impressionnante file d'attente. Est-ce la queue pour un concert ou le dernier restaurant à la mode? Pas du tout. Les gens se pressent chez Abercrombie & Fitch, une marque américaine de vêtements sportswear. Cette file d'attente serait une mise en scène pour éveiller le désir du client. C'est ce que pense Jean-François Lemoine, un expert en marketing, spécialiste de cette marque. Avant de rentrer en discothèque le samedi soir, le protocole classique, quand c'est une discothèque de renom, eh bien, vous ne rentrez pas immédiatement en discothèque. Vous êtes filtré, vous attendez, et cela fait déjà partie de votre expérience de sortie. Eh bien, chez Abercrombie & Fitch, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'on va organiser totalement artificiellement ces files d'attente et qui sont très théâtralisées. Vous l'avez vu, vous avez des pseudo-vigiles qui jouent les rôles de physionomistes. Aussi une notion de valorisation. Vous ne venez pas dans n'importe quel magasin. Vous voyez, vous venez dans un magasin qui est très attractif. Vous êtes nombreux à vouloir venir. Venir chez nous, ça se mérite. Et ça marche. Le week-end, les clients sont toujours aussi nombreux. Je sais pas, moi je trouve ça marrant, on sait pas où on va, c'est rigolo. C'est même pas forcément aller pour acheter, mais au moins le voir de l'intérieur, un peu ce qu'il donne par rapport à celui de Miami, de New York, de Londres. C'est connu. Beaucoup de gens portent ces vêtements. On adore. Comme si vous alliez en boîte de nuit. Pas tout à fait, non. Il y a moins d'alcool. Alors, qu'y a-t-il de si extraordinaire à l'intérieur du magasin? Impossible d'y filmer. La marque interdit toute caméra. Rendre le lieu le plus mystérieux possible, ça fait partie aussi du marketing. Alors nous y entrons en caméra cachée. Dès notre arrivée, nous sommes invités à poser à côté d'un mannequin au corps de rêve, quasi torse nu. Nous repartons avec une photo souvenir, un Polaroid offert par la marque. À l'intérieur, les clients sont plongés dans le noir et les spots n'éclairent que les vêtements. On en prend plein la vue et plein les oreilles. Le plus étonnant, ce sont ces vendeurs qui dansent à chaque étage. Ici, le personnel a des consignes très strictes. On doit dire hey, what's going on, ça c'est la tagline. C'est la quoi? La tagline. C'est quoi la tagline? Avant de dire bonjour ou quoi, on doit dire hey, what's going on. C'est la phrase du magasin. Et l'arme ultime de la marque, c'est son parfum. Une odeur très forte répandue par le personnel sur les vêtements toutes les 30 minutes. Vendu en rayon, il sort aussi du plafond. Cette odeur, elle contribue à, je dirais, émoustiller, rendre notre consommateur plus à l'aise, moins stressé, moins rationnel qu'il ne pourrait l'être. Et pour émoustiller le client, le parfum contiendrait, d'après cet expert, des molécules aphrodisiaques. Grâce à tous ces subterfuges, Abercrombie invite le consommateur à vivre une expérience inoubliable. À la sortie, la plupart repartent avec un souvenir, des sacs remplis d'articles en coton, jusqu'à 140 € pour un sweat à capuche. Au final, l'addition est un peu salée. Ça vous a coûté combien tout ça? Assez cher, 400 € environ. Beaucoup achètent, mais cette stratégie marketing ne fait pas forcément l'unanimité.
Qu'est-ce qui vous a marqué? L'odeur. Non mais il y a trop de parfum dedans. Il vous parle en anglais quand vous arrivez, vous mettez votre carte bleue pour payer, le truc il est en anglais. Non, je trouve que c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Mais bon, ça plaît aux jeunes, on n'a pas le choix. Vendeur qui parle anglais, parfum entêtant, sensualité affichée, le client est conditionné pour acheter. Afin de trouver la formule gagnante, les marques ont recours à des études très poussées pour déclencher en lui des pulsions d'achat. Nous sommes dans le 9e arrondissement, à Paris. Nous y retrouvons Lauriane, notre consommatrice cobaye. Cet après-midi, elle a rendez-vous chez BVA, un institut d'études qui réalise des enquêtes pour de grands industriels. Elle va se prêter à une petite expérience. Bonjour. Bonjour. Merci de participer à cette étude. Alors, je vais vous expliquer la manière dont on va procéder. Je vais vous donner une liste de courses et je vais vous demander de faire vos courses dans ce magasin comme si vous étiez dans votre magasin habituel.